est-ce que les Allemands finissent par avoir les îles où Kaiser Guillaume allait en vacances? Je ne sais pas. Alors, c'était des journalistes qui avaient souligné ça dans les demandes allemandes. Ils disaient, mais pourquoi ces îles-là? Et en réalité, ce sont des historiens de l'école Bled et autres qui disent, mais c'est pas, ce choix d'îles n'est pas anodin, ce sont les îles d'anciennement villégiature de la famille du Kaiser. C'est passé sous Pour le dire radar. qu'il y a des gens chez qui le passé passe pas. Jacques. Je voulais savoir, il y a eu d'autres pays sur lesquels il y a eu quand même aussi des situations un peu tendues, hein, on pense notamment au Portugal. Je voulais savoir s'il y avait des choses qui avaient été très différentes entre la Grèce et le Portugal, et pour quelles raisons, à votre avis? C'est la première question. La deuxième question, c'est, on comprend effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir quand on est, comme l'Allemagne, à la tête du système européen, d'utiliser ces leviers-là pour reconstruire, on va dire, un simili quatrième Reich. Mais quel est l'intérêt dans ces cas-là de laisser rentrer, lors de la privatisation, des puissances non européennes comme la Chine, ce qu'on a vu avec le Pirée ou avec l'épée au Portugal? Si tu veux, on peut jouer en double sur ces trucs-là. Je voulais voir. Alors, déjà, parce qu'il faut savoir que la propagande, à la fois européiste et euro-collaborationniste, nous sort toujours Le Portugal. le fameux exemple Oui. du contre-exemple. Oui. Là, par exemple, sur l'immigration, c'est le Danemark. Nous, on allait chercher, parce qu'on a des locuteurs danois, les sites danois. Et ben, en effet, le Danemark décide de combattre l'immigration illégale, vu qu'il légalise tous les immigrés illégaux trouvés. Donc, il n'y a plus d'immigration illégale au Danemark. Voilà. Et comme ça, après, vous avez des énarques de l'IGA sur TV Liberté, des gens hors d'âge qui viennent vous dire qu'on peut très bien s'en sortir. En réalité, si on rapporte à la population du Danemark le flux d'immigration, ils en prennent 600 000 par an. S'ils avaient notre population, c'est entre ces 600 000 par an. D'accord? Il a su d'un Donc, million. mais tu vois, bon. On nous a fait le coup de l'exemple portugais. Oui. Manque de bol, le Portugal, c'est plus facile à trouver comme locuteur que des Danois. Et en réalité, l'État portugais, pour être bon élève, a fait une chose qui est très simple. Il a repris contact avec la totalité de ses anciennes colonies, et particulièrement l'Angola. Il leur a dit combien pour que vous preniez ma jeunesse surnuméraire. Et donc les Portugais ont retrouvé, et il y a même eu un incident diplomatique, c'est qu'à un moment l'Angola a tellement embouffé de jeunesse portugaise qu'ils leur ont interdit le territoire. Entièrement vérifiable. Donc, si tu veux, il n'y a pas eu d'exemple de miracle portugais, tout comme aujourd'hui il n'y a pas de miracle espagnol. Si tu veux, la seule chose, c'est qu'on nous fait le coup du pays exceptionnel. Alors, il faut en changer. Je me rappelle qu'à une époque, on nous parlait, par exemple, si tu veux, du fantastique modèle croate. Bon, aujourd'hui, tu as moins de 30% des Croates qui soutiennent la présence de leur pays, enfin, qui soutiennent avec Allegres la présence de leur pays dans l'Union européenne. C'est l'exemple du pays dont le sentiment européen s'est effondré le plus vite. Sur le Portugal, je voudrais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que la thérapie imposée a été moins dure parce que il y avait déjà, la thérapie grecque était déjà commencée et que ça avait du mal à passer. Et donc, ils se sont dit, on ne peut pas faire la même chose dans deux pays en même temps. Donc, les choses imposées ont été moins dures. Après, si vous interrogez des Portugais aujourd'hui, moi j'ai un copain portugais, il me dit le miracle portugais, c'est du pipeau. Il y a eu une paupérisation. La paupérisation a été moins violente et moins massive. Mais le traitement a été le même. Quant à la présence de la Chine, elle s'explique très facilement. Premièrement, l'une des clés de la puissance allemande, c'est d'être le grossiste de l'économie chinoise en Europe. D'accord? Pas oublier que les 4 piliers de la puissance allemande, c'est les esclaves de l'Interland, normal, l'euro, d'être le grossiste de la Chine et d'avoir de l'énergie à pas cher russe. Sur les 4 piliers, il y en a quand même 3 qui ont quand même une sale gueule. Donc, la Chine, et d'autre part, il y a une chose qu'on ne dit jamais, et quand tu me fous les pieds en commission Econ, donc la commission économie de l'Union européenne, qui est jonction commission-parlement, qui se réunit au Parlement, tu entends parler de la théorie des 3 réacteurs. C'est drôle, c'est jamais sorti ça. Et ça, c'est typique eurocrate. Tu as 3 réacteurs qui tirent le monde, la Chine, l'Europe
les États-Unis. Tout le reste, vous êtes des figurants. Donc, c'est déjà croire beaucoup à ce qui reste de l'Europe. Hein. Enfin, on est à 2 doigts du casque blanc de la vision néocoloniale. Mais ça, c'est pas grave. Et surtout, la Chine doit être incluse parce qu'elle est le 3e réacteur. Et qu'elle est le réacteur de plus en plus sûr. Par exemple, dans les écrits sur le 3e réacteur, il fallait beaucoup donner à la Chine à partir de l'élection de Donald Trump, parce que Donald Trump, c'était la récession, vu que c'est le protectionnisme. Donc tu vois, si tu veux, donc la Chine, je vais te donner un exemple, la Chine est le seul pays qui suspend d'autorité les délégations avec les autorités communautaires, parce que les Chinois n'ont pas de temps à perdre. Moi, je les ai rencontrés, les diplomates chinois à Bruxelles, sont des gens très bien. Des gens très bien, qui aiment beaucoup leur pays, qui ont une liberté d'expression qui m'a surpris. Mais qui n'ont pas de temps à perdre avec l'eurocrate slovène, fils à papa, héritier d'anciens fonctionnaires soviétiques, et qui pensent leur donner des leçons avec un pays de 3 millions d'habitants, alors qu'eux, ils ont 1,5 milliard. Donc, par contre, l'Union européenne ne prend pas ça pour une humiliation. C'est tout simplement parce qu'elle est consubstantiellement liée. Mais les Chinois ont bâti le partenariat 16+1 à laquelle participe la Grèce, et pour la Grèce, c'est un ballon d'oxygène. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui des investisseurs qui viennent de ce côté-là et qui sont plutôt bien accueillis par les Grecs. C'est tout à fait... Monsieur au fond. Je voulais demander, j'avais entendu M. Asselineau dire que la Grèce voulait sortir en 2011 de l'euro et qu'en fait le secrétaire d'État au Trésor américain avait dit non, avait tapé du poing sur la table. Pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et que, je sais pas, et ce que je ne trouvais pas logique, quand vous dites, c'est qu'on dit la Grèce est entrée frauduleusement dans l'Union européenne, mais en fait, quand ils veulent sortir du système, on leur dit non. Non, mais il y a une contradiction, pas dans l'Union européenne, dans l'euro. Ouais. Mais encore une fois, ça c'est pas vrai. Enfin, je l'ai démontré, je l'ai démonté dans mon livre. Tout le monde savait ce qu'il en était des critères pour la Grèce. Et tout le monde sait. La Grèce, en réalité, si vous regardez la chronologie, parce que la chronologie c'est souvent très éclairant. Vous avez un sommet européen qui retoque l'entrée de la Grèce dans l'euro. Et puis le sommet européen suivant, la Grèce est acceptée dans l'euro après avoir fait son montage swap, qui encore une fois, je le répète, à l'époque est légal. Et entre-temps, et c'est ça que personne ne dit jamais, c'est que la Grèce a levé son veto à l'ouverture des négociations avec la Turquie. Et en réalité, ça a été ça le marché. Je ne peux pas vous le prouver parce que je n'ai pas les archives, mais le marché entre l'Europe, entre les Européens et la Grèce, ça a été tu lèves ton veto à l'ouverture des négociations avec la Turquie et on te laisse rentrer dans l'euro. Après, sur la sortie de l'euro, si vous voulez, les élites grecques sont contre. Voilà, ils sont totalement paralysés par l'idée que la Grèce peut sortir de l'euro. Du peuple, c'est tout à fait autre chose. Moi, j'étais en Grèce au moment de la campagne du référendum. Si vous voulez, pendant un mois, on leur a seriné. Si vous votez non, on vous foutra dehors de l'euro et peut-être de l'Union européenne. Alors, je ne veux pas dire que les 61% de Grecs qui ont voté non étaient pour la sortie de l'Union européenne. Ça serait aller trop loin, et de l'euro et de l'Union européenne, mais en tout cas, ils en ont pris le risque. Voilà ce que je peux vous dire. Après, Je rebondis juste sur le cas américain. Sur le cas américain... En réalité, c'est plus compliqué que ça. Tu as 3 grandes puissances qui ont regardé la Grèce à ce moment-là. La Chine un peu, qui dit bon, la Grèce dedans, la Grèce dehors, les deux font mes affaires. Oui. La Russie a beaucoup regardé la Grèce à ce moment-là, parce que les Russes avaient toute une diplomatie prête au cas où. Ça, c'est certain. Nous, on a pu le constater à l'époque. Parce que
tout simplement, la Russie voulait s'engouffrer dans les pays que l'Europe est en train de bousiller, comme la Chine le fait. Et surtout, avoir un allié en plus en Méditerranée, pour la Russie, ce n'est pas du luxe. Bien sûr. Mais pour les Américains, en réalité, les Américains ont calmé les Allemands. Parce que pour les Allemands, comme le disait le brave monsieur Schäuble, humaniste, germanique, il faut torturer les Grecs pour que les Français et les Italiens entendent leur Ah, voilà. une phrase de fraternité européenne, comme vous en entendrez peu dans votre vie. Et le problème, c'est qu'à un moment, Timothy Geithner, en effet, qui n'est pas n'importe qui était secrétaire d'État au Trésor, qui était l'ancien patron de la fête de New York, a été envoyé pour calmer les Boches. Pour leur dire deux choses très simples, qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Tu as une puissance d'emprunt. Si l'euro se casse la gueule, tu es cuite. Mais malheureusement, vous savez, parfois, certains peuples, partis sur leur lancée, décident par exemple que les convois de prisonniers sont prioritaires sur les convois d'armement face à l'armée rouge. Et ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer. Ça s'est peut-être très mal passé. Et bien là, il y a exactement le même sentiment dans les élites allemandes à cette époque-là et toujours aujourd'hui. Et les Américains leur disent... Pourquoi les Américains leur disent ça? Ils leur disent ça pour des raisons très simples. Premièrement, l'euro n'est pas une création de l'État américain, il a été soutenu par les banques américaines pour pouvoir prendre le marché européen. Je vous rappelle que la quasi-totalité des grandes banques européennes sont aujourd'hui à terre. Et avant, il n'était pas possible pour de grandes banques américaines d'avoir pignon sur rue à Paris ou d'avoir pignon sur rue ailleurs. Je vous rappelle quand même que parmi nos spécialistes en valeur du Trésor, donc ceux qui vendent la dette de la France tous les jours, et c'est le cas dans d'autres États européens, il y a majoritairement aujourd'hui des banques américaines. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que le marché interbancaire est fait, les banques américaines se contrefoutent que l'euro vive ou meurt. Et maintenant que ça, c'est réglé, l'État américain, pour qui l'euro n'avait qu'une seule raison de vivre, c'est que l'euro était le pilier de soutien extérieur du dollar. Toute l'œuvre de Norman l'explique depuis 30 ans. C'est pour ça que les Américains ont particulièrement prié pour que l'euro naisse. Parce qu'il fallait un challenger qui permette de consolider la position de monnaie monde du dollar. Mais aujourd'hui, l'eurocratie a d'elle-même tiré une balle dans la tête de ce rêve-là. Vous croyez que l'euro, qui n'est même pas arrivé à remplacer les devises des monnaies qu'il a remplacées, il n'a pas remplacé les réserves, pas totalement, et aujourd'hui, vous croyez que c'est une monnaie d'avenir international, alors que c'est une monnaie où vous pouvez saisir les biens des gens qui la possèdent? Vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Personne ne va suivre ça. Mais à l'époque, l'Amérique en avait encore besoin. Aujourd'hui, la Grèce se replongerait là-dessus. L'Amérique, et je vais vous le dire, d'autant plus que ce débat nous est caché, mais il a lieu en ce moment aux États-Unis. Et il a lieu entre qui et qui? Entre Madame Yellen, ancienne patronne de la Fed, qui dit non, il faut protéger l'euro coûte que coûte, c'est un placement américain. Mais qui lui répond? Pas un affreux trumpiste. Lawrence Summers, ça dit quelque chose à quelqu'un? L'homme qui a tué le Glass-Steagall Act. Il dit écoutez, l'euro nous a bien servi, mais pour 2 semaines de vacances hebdomadaires annuelles sur la Côte d'Azur, ça fait cher payer la colonie. Donc, je vous résume dans les grandes lignes. Mais c'est Lawrence Summers. Ce n'est pas Stiglitz. Ce n'est pas Danny Roderick, qui sont des outsiders, mais des outsiders gentils. Ce ne sont pas mes amis économistes américains totalement outsiders. Pas du tout. C'est Lawrence Summers, l'âme damnée du camp démocrate, qui dit écoute, et c'est un débat, vous l'avez remarqué, Yellen, Summers, interne au camp démocrate. Donc, aujourd'hui, ça se poserait, comme ça va se poser sur l'Italie à un moment ou un autre, l'Amérique ne tapera pas du poing sur la table. Je pense qu'elle a eu aucun mal à faire pression sur Tsipras. On lui aura, premièrement, parce que c'est un lâche. Deuxièmement, parce que Varoufakis, pour connaître ses écrits, est un homme qui est obsédé par la destruction du dollar à l'époque. Son livre Le Minotaure.
mais qui n'a absolument rien compris à l'euro, mais alors rien, de rien, Rien. de rien. Rien. Je vous rappelle qu'il a été engagé pour être speaker dans la campagne contre le Brexit. Enfin, au fait, c'est pour vous dire l'étendue de la trahison du personnage. Mais, et surtout parce que les Américains ont pu tout à fait susurrer à Tsipras, un coup d'État en Grèce, on sait faire. Les milices d'autodéfense type Haute Dorée, etc., de l'époque des colonels, on sait très bien, on connaît tout ça. Donc, ne nous emmerde pas, mais je pense qu'ils en ont même pas eu besoin. Je suis même pas sûr que c'était nécessaire. C'était même peu. Il est d'une lâcheté sans nom. Si tu veux, pour avoir connu un peu les débats à l'intérieur de Syriza à l'époque, il y avait des gens qui comptaient sur la Russie. Et il a eu un ministre qui est allé plusieurs fois en Russie, et bon, je connaissais un secrétaire régional et il semble que Poutine avait dit, si nécessaire, il y aura les drachmes pour faire fonctionner l'économie. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je n'ai aucun moyen de vérifier. Ce que je sais, c'est que de toute façon, s'il y a eu cette discussion-là au sein du gouvernement, les gens qui étaient pour ça, pour cette voie-là dans le gouvernement, étaient ultra minoritaires. Et qu'ils ont été très vite marginalisés et qu'ils ont été virés après le référendum. Mais de toute façon, Tsipras était... il n'a jamais envisagé de rupture. Il n'a jamais envisagé qu'une rupture soit possible. Donc, si vous voulez, quand vous entrez dans une négociation en refusant la possibilité qu'elle soit rompue, vous êtes de toute façon foutu. Donc, vous pouvez mimer la résistance pendant longtemps, pendant plus ou moins longtemps, mais derrière... C'est une bonne leçon pour ceux, que j'avais dit un candidat malheureux à la présidentielle dernière, il devait faire 19, il a fait 7, je ne dirais pas qui c'est. Ils disaient, de toute façon, on va négocier, mais on leur dira d'habitude, on leur dira que de toute façon, on ne sortira pas. Négocier comme ça face à l'Allemagne éternelle, bon courage. Alors, moi, je serais justement sur le volet politique. Y a-t-il sur la scène politique en Grèce qui sont un parti ou plusieurs qui soient favorables à une sortie à l'Argentine, c'est-à-dire de l'euro et Hélas. Non, si vous voulez, il y a eu... présent aucun, même un parti marginal. Si, il y a des partis, il y a des petits partis marginaux qui changent de nom, mais qui n'ont aucun leader, qui n'ont aucune représentativité et qui n'ont aucune chance. Mais derrière, dans le peuple, vous continuez à avoir ce mouvement-là. Et pour moi, c'est une des énigmes. C'est pourquoi une force politique qui incarne ça ne naît pas. Oui, parce qu'à travers tout ce que vous avez détaillé, je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas eu une figure, voire même plusieurs partis qui ont... Alors, il y a eu le mentor de Tsipras, qui en fait a quitté Syriza peu après la prise de pouvoir de Tsipras, alors qu'il avait favorisé sa montée à la tête de Syriza, qui est parti et qui a créé un parti de gauche anti-euro, etc. Vous avez Zoé Constantopoulou qui a créé son propre parti. Vous avez un autre petit parti dont je ne me rappelle plus le nom, qui était plus ou moins lié avec l'UPR. Mais tout ça n'émerge pas dans la traduction politique du pays. Alors, si vous voulez, c'est une grande énigme, mais vous avez encore en Grèce un système de tradition familiale du vote, qui en partie est lié à la guerre civile, où on a des fidélités familiales beaucoup plus fortes qu'en France, où on ne quittera jamais le parti auquel on est affilié. Et ça, c'est très difficile à combattre. Et puis, je sais pas,
Probablement, il y a des forces par en dessous. Si vous voulez, j'interprète, aujourd'hui, j'interprète Aube dorée comme une création qui vient d'une forme de l'état profond et qui était destinée à canaliser un vote de colère qui n'aille pas vers quelque chose qui aurait pu être un souverainisme raisonnable. Et d'ailleurs, il y a eu des révélations comme quoi les responsables de Krysiavgi, d'Aube dorée, certains responsables, étaient en communication assez régulière avec le cabinet de Samaras, le Premier ministre conservateur de l'époque. Donc voilà, il y a eu... Arrête-moi si je me trompe, mais Aube dorée à la base, est-ce que ça fait partie de ces milices d'autodéfense anticommunistes? Oh, c'est un mélange de familles d'anciens collabos, de milices anticommunistes, ce qu'on appelait les HITES et les bataillons de sécurité à la fin de l'occupation et pendant la guerre civile, qui ont fait partie de la terreur blanche des années 50 et qui ont... si tu veux, ah oui, non, mais c'était quelque chose de... C'était quelque chose de c'était des cons, en plus. Mais vraiment. Ah non, mais pour les avoir croisés dans les couloirs, dans les institutions, ils ne t'en fait pas, ils le sont restés. Ah oui, c'était vrai. Ils ont remarqué la constance. Alors, si tu veux, le troublant là-dedans, c'est qu'on les a laissés monter, et puis, quand tout a été remis en ordre après le départ de Syriza, tac, on a trouvé le moyen de dissoudre le parti et de condamner les mecs qui sont à peu près tous en tôle maintenant. Mais pourquoi on ne l'a pas fait 3 ans ou 4 ans avant? Le président Mao disait laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler. Voilà, c'est ça. Alors, si tu veux, je pense qu'il y avait à ce moment-là, il y avait la possibilité d'une émergence de quelque chose, et que, alors, il y a eu un parti L'Heure qui a été une scission de la Nouvelle Démocratie, qui a fait alliance avec Syriza, qui a participé au gouvernement. Oui, c'est un petit parti. Les Grecs indépendants. Les Grecs. Alors, ils étaient souverainistes, voilà, ils ne voulaient plus sortir. Et puis, dans l'alliance avec Syriza, ils ont tout avalé. Jusqu'à l'accord sur la Macédoine du Nord. Donc ces gens-là, ils ont perdu toute crédibilité, mais il y a... Enfin, moi, je me rappelle à l'époque du bras de fer, je vis dans une île de 800 habitants, qui est la deuxième commune de Grèce à avoir voté le plus non. La première était Chania en Crète, et la deuxième, c'était Nisyros. Et donc, un jour, je faire mes courses chez l'épicier de l'île, et c'était le moment du bras de fer, vrai ou supposé, entre Varoufakis et les Européens. Et la télé tournait en boucle, on avait ça dans l'épicerie, et je lui dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, conneries, toujours des conneries. Je dis, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah on sort de l'euro, évidemment. Là, ça a été comme ça. Je lui dis, bah oui, c'est ce que je pense aussi, mais vous aurez 2-3 ans difficiles, puis après, ça va... moi, je dis 5 ans. On aura 5 ans de difficiles, on se serrera les coudes, on sait faire. Voilà, l'atmosphère dans le peuple, c'était ça. C'était la résistance. Syriza est arrivé sur le mot d'ordre, pas un pas en arrière. Donc ça a été... Et alors derrière la trahison de Syriza, il y a eu une espèce de retombée. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
Et donc du coup, là, ils se remettent à voter PASOK. Le PASOK est donné au-dessus de 10%. Là, avec la députée qui a reçu des sous du Qatar, le PASOK fait chier.